Oui, bonjour, bienvenue au webinaire Batimatech 2020. On va commencer bientôt. Au plaisir, Francis de Batimatech. Donc, on va commencer avec Batimatech aujourd'hui, en juin 2020. On va avoir la chance d'avoir plusieurs intervenants, dont des gens de chez Simons et également de chez Goliath qui vont nous présenter leur vision par rapport au marché de la Chine versus le marché du Canada, puis comment, par exemple, par rapport au COVID, euh, la transition se fait, etc. Le déroulement, c'est un échange avec les conférenciers et le participant qui s'appelle Michel Lauzon qui va se joindre comme invité à leur groupe. Et par la suite, c'est possible pour vous de formuler des questions. Il y a une section qui s'appelle QR pour questions-réponses. Il y a une section qui s'appelle conversation. Donc, c'est possible pour vous d'entrer en conversation avec l'un des intervenants ou tous. Et également, on va lire les questions durant la période de présentation, mais si jamais c'est urgent, peut-être lever votre main, puis éventuellement, on pourrait vous permettre d'échanger. Si jamais on vous demande de répondre aux questions ou d'échanger avec nous, on va vous demander d'ouvrir votre micro. On pourrait vous demander de la formuler de vive voix, cette dite question-là. Donc, grosso modo, grosso modo, je vous présente Batimatech pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, on fait toujours le tour. Donc, l'idée derrière Batimatech, c'est de catalyser le secteur pour le rendre plus innovant, donc le secteur de la construction, à travers le développement durable et les technologies. Et le but, c'est de le rendre plus agile, collaboratif, l'amener à davantage comprendre les enjeux technologiques, comprendre l'évangélisation, les mots-clés technologiques pour être en mesure de passer des commandes innovantes et technologiques rattachées au secteur pour le rendre plus performant, plus agile, mais surtout plus compétitif. Donc, c'est un OBNL qui a été fondé en 2018 à travers un comité aviseur. Donc, ça vient du milieu. Et ce comité aviseur-là, on a créé l'OBNL dans lequel, je vous dirais, 80% des membres du comité aviseur sont devenus membres du conseil d'administration. On parle de vitrine technologique à Batimatech, on parle de visites interactives, on parle de séries de webinaires. Présentement, c'est plus de 650 inscriptions à nos webinaires depuis le mois de mars. C'est plus de 15 webinaires, donc on présente notre 15e, qui pourront éventuellement être formulés en podcast. On parle également d'accompagnement de notre industrie. Donc, accompagnement des entreprises vers le virage, visite interactive, webinaire. Soit dit en passant, vous-même, comme participant aujourd'hui, il y a de l'intelligence dans la salle, mais il y en a également à travers vous. Vous pourriez éventuellement devenir conférencier, panéliste. Donc, gênez-vous pas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est en Chine, donc à côté de nous. Donc, c'est possible pour vous de penser faire partie des webinaires éventuellement comme conférencier invité, etc. C'est bienvenu. On a également le retard par rapport à l'intégration des technologies, on le reconnaît. Donc, la construction est nettement en retard. Évidemment, l'agriculture nous suit de près. Et l'objectif, ce serait qu'à moyen terme et court terme, qu'on rattrape le temps perdu et qu'on envisage l'intégration davantage de numérique, à la fois dans la formation et dans l'ensemble de l'œuvre à développer. Ça, c'est les différents types de webinaires qu'on a fait, qui sont présentement disponibles en ligne. Donc, vous pouvez aller les réécouter, sont podcastés, tout ça. La Batimatech, au départ, c'est un événement. Donc, on était rendu à pas loin de 400 participants. On avait des conférences, plus de 9. On avait des concours de pitch, innovation, technologie, plus de 12 solutions présentées. On avait également des prix, dont entre autres un prix Simons pour la commercialisation ou du moins le branding du nom de l'entreprise pour son exploitation en Chine ou quelque chose comme ça. On a également le schéma qui figure c'est quoi Batimatech, le nombre de participants, les kiosques et tout ça. Vous avez également la possibilité vous-même de devenir des invités, on vous le rappelle. Donc, vous pouvez prendre une photo. On va vous envoyer d'ailleurs cette présentation-là. Donc, vous aurez nos coordonnées et tout ça. Le CA, ce que je viens de dire, c'est que c'est un bon CA. C'est un CA auquel parfois on invite des observateurs. La dernière rencontre, on avait invité des gens de chez Pomerleau. Donc, l'idée, c'est qu'on retrouve des gens comme Annie Daniel, Denis Ménard, Serge Cormier, Robert Meunier, Jean-François Ouellette, Jeffrey Larchevêque, Sandrine Tremblay, Martine Pétune, Cindy Bertillon. Je vais les nommer parce que, dans le fond, c'est également des gens, on crée la parité à travers eux, mais on crée également de la diversité. Donc, ce n'est pas un club, un boys club qu'on appelle.
L'autre idée, c'est qu'on a une variété aussi des membres de Batimatech auxquels vous pourriez décider de devenir membre. Donc, on a à la fois des Ivano, on a des Umbrella, on a des firmes d'avocats comme Miles, etc. Donc, et des associations qui en font partie. Donc, éventuellement, vous pourriez. Puis, on parle ici des différents soutiens qu'on donne pour favoriser le maillage, dont entre autres nos fameux webinaires, puis également nos fameux activités. On a créé récemment un premier comité technologique. La première réunion est mercredi. Donc, technologie. On a créé également un comité immobilier. Le premier meeting est ce vendredi. Donc, mercredi, vendredi, 2 comités où on va développer des idées rattachées à l'impact qu'on pourrait faire ensemble pour amener l'industrie davantage vers l'innovation, la technologie et le développement durable. Ça rappelle vraiment quelque chose qui est international, c'est-à-dire le chantier 2030. Ça vient de Brooks, qui est un peu comme un Pomerleau, mais du côté de la France, davantage plus gros. Là. Et sur cette base-là, on voit vraiment toute la problématique de l'intégration des technologies, préfab, drone, impression 3D et tout ça. Donc, c'est quelque chose à réfléchir et à intégrer graduellement dans l'ensemble de l'œuvre. Je suis qui? Je suis Francis Bissonnette, je suis né à Montréal, j'aime ça le dire. Donc, je comprends l'environnement, les règles du jeu de la construction et de l'ensemble de l'œuvre. Et à travers ça, j'ai créé une agence de services conseil en numérique. Et grâce à cette agence-là, on a pu financer un projet comme Batimatech, qui aujourd'hui, ben, c'est plus de 50 membres, c'est au-delà de, comme je disais tantôt, 650 participants à nos différents webinaires. Les webinaires d'aujourd'hui, donc le déroulement, on commence à 10 heures, donc puis on commence. On va avoir également une période de questions, d'échanges, et on devrait terminer vers 11 heures, mais davantage peut-être, on va se donner une marge de manœuvre, peut-être jusqu'à 11h30, gros max, le cas échéant, dépendamment des interventions. On sait que c'est un forum d'échange, donc on vous invite à coopérer, à participer, à échanger, à formuler des questions, à lever la main et ne gênez-vous pas pour la parole vous appartient. On a eu un webinaire sur la gestion de projet, on en a eu un sur le télétravail, un sur la gestion de crise, un sur les forces majeures, on en a eu un sur la technologie de construction, davantage chantier, on en a eu un sur l'approvisionnement local, le B2B, la collaboration, l'IoT, le PAG, le programme que certains d'entre vous ont pu utiliser, l'espace en mutation, qui nous a permis de créer le comité immobilier, l'adoption de technologie, et enfin, on a parlé également de la culture d'une grande entreprise, comment ils vivent la transformation numérique. Et le dernier webinaire était sur les enjeux juridiques de la relance. Donc, sur ça, je cède la parole à l'équipe de Jean-Luc Hébert, Carl Brault, Alexandra Roy et Michel Lauzon pour la suite de l'histoire. Bienvenue chez vous, bienvenue à Batimatech. Donc, à toi la parole, Jean-Luc. Merci, Francis. Est-ce que c'est toi qui vas partager la présentation ou je refais un share screen ici? Tu peux faire un share screen. OK, parfait. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci, Francis. Je prends la peine de dire que ça fait quelques événements de Batimatech auxquels j'ai le plaisir d'assister. Puis à chaque fois, c'est stimulant. Puis Francis a le don d'être capable d'allumer les cerveaux autant que les relations entre les gens. Fait que c'est ce que je souhaite que vous allez vivre aujourd'hui aussi, par le fait qu'on est 4 ici avec Alexandra, Carl, Michel et moi-même. Fait que moi, je suis du bureau de Montréal, de Semen. Carl est du bureau de Shanghai, Semen. Donc, c'est pour ça qu'il fait noir un petit peu à l'arrière de lui. Il est 12 heures en avant de nous autres. Fait qu'il c'est un gars d'avant-garde, mais même au niveau du temps d'horaire, au niveau du fuseau horaire. Fait qu'il est 10 heures le soir. Merci d'être là, Carl. On a Alexandra Roy, qui est aussi à Montréal, peut-être sur la Rive-Sud, je crois, Alexandra, aujourd'hui. Non, au centre-ville. Au centre-ville, cool. OK, fait qu'il fait clair. Fait qu'elle est avec nous de la compagnie Goliath, puis elle va intervenir un petit peu plus tard. Vous allez voir un petit peu le lien avec ce qui s'est passé chez Semen. Et Michel Lauzon aussi de Lab, qui est aussi à Montréal, qui va nous faire part d'une vision assez intéressante au niveau de la reprise des activités post-COVID. Okay. Donc, je laisse la parole à Carl pour commencer. Carl Brault, donc, qui est ingénieur, qui a fondé Semen il y a plusieurs années, qui est un bureau qui comprend une cinquantaine de personnes, dont 45 au bureau de Shanghai, donc qui inclut des ingénieurs, des gens en développement de projets, en droit, en finance aussi, pour assister les compagnies canadiennes qui développent des projets en technologie, autant aussi dans l'entrée de marché en Chine. On travaille avec plusieurs compagnies qui ont des projets très intéressants qui se développent là-bas.
et d'autres dans le monde du développement de produits aussi. Et on a notre bureau de Montréal ici. On a 5 personnes à Montréal, dont Éric Savage qui est avec nous ici en ligne, que je salue, qu'on saluera tantôt quand on parlera avec Alexandra aussi. Donc, je laisse la parole à Carl pour commencer. Merci beaucoup, Jean-Luc. Puis, bonjour à tout le monde. D'abord, félicitations pour l'initiative de Batimatech, c'est vraiment intéressant, dans le fond, d'avoir cette plateforme-là pour être capable de travailler avec vous, les acteurs de la construction au Québec. Pour commencer, mais écoutez, nous, notre petite histoire, on l'a vécu un peu comme vous. C'est l'échelle de temps qui est différente. Hein? Juste pour vous situer, mais nous, on est à Shanghai. Donc, Shanghai, le premier cas à Shanghai, c'est le 19 janvier. Donc, ça fait quand même un bon moment. À ce moment-là, Wuhan a commencé genre la fin décembre. Puis nous, c'est à peu près 3 semaines après qu'on se fait frapper par le premier cas. C'est vraiment stressant à ce moment-là parce que vous savez, c'est un peu et c'est sûr au Québec aussi, c'est la même chose quand ça commence. Là. Mais nous, on était vraiment dans le noir. Hein. Il n'y avait pas d'informations, il n'y avait rien. Ça fait qu'il y avait vraiment beaucoup d'angoisse au début. Par la suite, pour vous situer, on a été confinés les bureaux et l'usine pendant à peu près 1 mois. Puis finalement, on a été déconfinés. Le bureau a graduellement commencé à être déconfiné, on va en parler un peu plus, là, mais 1 mois plus tard. L'usine, à peu près 2 mois plus tard. Donc, ça fait à peu près 3 mois qu'on est officiellement déconfiné. Ça fait que je vais essayer de faire ça un peu chronologiquement. Là. Commencer par vous donner un peu les choses qu'on croit, les erreurs qu'on a faites, des choses, je pense, qu'on a peut-être bien fait aussi pendant. Après, puis je pense que c'est intéressant aussi de voir que là, 3 mois plus tard, il y a des choses qui nous restent. Puis je pense qu'il y a encore on est encore en train d'apprendre. Là. On n'est pas sorti, on est comme sur un dos de chameau. Là. On a fait la première bosse, là, puis là, on est en train de faire la deuxième bosse avec vous tous. Puis j'espère qu'on n'est pas en train de la revivre aussi en Chine. Là. Il y a des nouvelles qui arrivent de Pékin qui étaient un peu inquiétantes, là, mais bon, allons-y une bosse à la fois. Ceci étant dit, j'aimerais vous présenter un peu ce que nous, on a appelé nos 10 principes. Là. Quand on est tombé en shutdown les 2 premières semaines, j'avais beaucoup de temps pour réfléchir, un peu comme vous certainement, puis on a passé du temps avec l'équipe aussi pour essayer de voir ça serait quoi les choses sur lesquelles on devrait travailler, les 10 principes pour, entre guillemets, passer au travers. Okay? Fait que là, je vais passer à travers de ça assez rapidement parce que, à l'étape où vous en êtes, vous avez déjà passé à travers la plupart de ces étapes-là, mais j'aime ça le faire parce qu'il y a certaines choses qui perdurent. Bon, la première, c'est évident, mais il faut le dire, je pense que la plupart des entrepreneurs, leur premier réflexe, c'est de penser à leur équipe, puis je pense que c'est tout à fait naturel. Je mettrais par contre l'emphase sur un petit apprentissage que nous, on a fait, qui est encore important même aujourd'hui. Oui, il faut penser à l'équipe, mais en fait, en pensant à notre équipe comme entrepreneur, on pense un peu encore à nous. T'sais. On est comme, dans le fond, on est content pour nos employés, mais c'est comme si on protège nos employés, on protège notre entreprise. Il faut faire plus que ça. Je vais vous expliquer une petite anecdote. Nous, dans le fond, on n'avait pas... Là, imaginez, nous, on est au début février, là, on cherche des masques en Chine. Il y a tout le monde, en même temps que toute la Chine, en même temps, cherche des masques. Fait qu'il n'y en a pas de masques en Chine. Okay? Fait que là, dans le fond, on appelle notre bureau de Montréal pour essayer d'avoir de l'aide, pour être capable d'avoir des équipements de protection pour nos employés qui s'apprêtent à retourner au travail. Puis pour une raison qu'on ne connaît pas encore vraiment, mais il y a eu une boîte de masques. En fait, c'était des masques pour enfants. C'était pas des masques pour adultes. C'était des N99 pour enfants. Avec des tout petits masques là, qui ne faisaient pas pour les adultes. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que nous, dans le fond, on a pris la boîte de masques pour enfants, puis on l'a offert à nos employés pour qu'ils puissent la donner à leurs enfants, à leur famille ou à leur parenté. Dans le fond, il s'est avéré qu'on a ouvert une boîte extraordinaire. Déjà, les gens étaient incroyablement contents. C'était vraiment quelque chose parce qu'évidemment, on a découvert, dans le fond, à quel point toute cette anxiété-là, elle se reflétait sur les gens, sur les employés, mais aussi dans leur famille. Puis ça a ouvert un beau discours sur protéger les enfants, protéger les grands-parents, les anxiétés qu'ils pouvaient vivre par rapport à toute cette dynamique-là. Puis je vous recommande de creuser, puis d'être prêt, puis d'être à l'écoute de vos employés parce que vous allez voir un petit peu plus loin. Un des gros éléments, je pense, de la bonne gestion, tout ça, c'est la gestion de l'anxiété. Il y a beaucoup d'émotivité. Ça passe par être à l'écoute, puis s'occuper de ses employés, mais dans le sens large, de sa grande famille de l'entreprise. Le deuxième principe, c'est de faire attention à vous. Là, vous êtes déjà 1 mois ou 2 mois dans la crise, là,
Fait que vous êtes des punching bags. Là, si vous êtes ça fait 2 mois que vous êtes des punching bags pour tout le monde. Il faut absorber pendant tout ça. C'est important. Puis à l'inverse, dans le fond, pour être capable de jouer ce rôle-là, dans le fond, de ce que je dis des fois, c'est une période. Tu sais, les gestionnaires, des fois, il y en a qui peuvent être un peu plus, je dirais, militaires. Là, certains plus bon père ou bonne mère de famille. Là, mais là, on ne peut pas être militaire. On peut juste être bon père, bonne mère de famille. Mais pour être comme ça, calme, ouvert, à l'écoute, faut d'abord avoir su se protéger soi-même. Donc, faites attention à vous. Prenez le temps de vous reposer. Faites de l'exercice. Faites ce que vous pouvez faire qui est capable de vous faire déconnecter un petit peu. Vous allez en avoir besoin. Parce qu'une des choses qui arrive en temps de crise, c'est que le pouvoir se déplace au centre. Comme vous le voyez certainement, vous regardez les nouvelles, on ne parle plus du gouvernement du Québec, on parle du premier ministre du Québec, on ne parle plus du premier ministre du gouvernement du Canada. Puis votre entreprise, ça ne sera plus votre entreprise, c'est vous. Les gens vont s'attendre à ce que vous preniez des décisions. Il y aura des décisions pas faciles à prendre, donc préparez-vous à cette dynamique-là. Sur le troisième principe, je ne passerai pas trop de temps, autre que dire que vous savez forcément qu'une des forces, dans le fond, le nerf de la guerre, c'est les liquidités. C'est la santé financière de votre entreprise. Donc, je vous recommande juste de faire un bon diagnostic. Faites attention à tout près à vos liquidités. Si vous avez encore la chance de tirer un peu sur vos recevables, si vous avez encore la chance de peut-être gagner un peu de temps avec certains de vos comptes à payer, peut-être des prêts bancaires, des choses comme ça, vous allez en avoir besoin pour être capable de passer à travers. Mais un bon diagnostic, ça permet aussi de voir à quel point vous devez prendre des décisions, comme peut-être faire des mises à pied temporaires, malheureusement, ou encore peut-être à l'inverse. Dans le fond, il y a des entreprises qui sont dans des situations financières très, très bonnes. Et puis, ça les met dans l'opportunité, ça ouvre l'opportunité, dans le fond, de peut-être même faire des acquisitions ou de faire des consolidations avec des nouveaux projets. Le quatrième principe, c'est la communication. Bien là, vous le savez certainement, mais c'est évident que pour passer à travers, il faut comme pas arrêter de parler. Il faut parler à ses employés, à son banquier, à ses clients, à ses fournisseurs. Essayez d'être en constante communication pour comprendre bien ce qui se passe autour de vous. Puis je pense qu'un élément de communication, c'est de dire d'être transparent, d'être un peu pas vulnérable, mais jusqu'à un certain point d'être ouvert avec les gens qui sont autour de vous. Vous allez quand même découvrir, vous l'avez probablement déjà découvert, qu'il se développe un peu une dynamique d'entraide dans le fond. Tu sais, les gens veulent, on est tous, c'est comme si soudainement tout le monde est arrivé dans une situation difficile. Donc, on est capable de cultiver ça, dans le fond, si on a la bonne attitude avec nos partenaires. Le principe numéro 5, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert, en fait, après, qui est encore vrai aujourd'hui. C'est le fait que, j'appelle ça des gatekeepers. Dans les entreprises, dans le fond, il y a des gens qui gardent ce genre d'énergie-là, puis d'optimisme, puis qui sont capables, dans le fond, de tourner des situations difficiles, qui vont trouver des idées pour être capables de vous aider. C'est bon de les identifier au début. Moi, je ne l'avais pas vraiment fait. C'est arrivé un peu plus naturellement. Mais pensez tout de suite au début aux gens que vous savez qui sont des personnes clés dans votre entreprise. Peut-être que je crée un petit comité de crise, peut-être même avoir un mentor que vous savez qui est capable de vous aider. Vous allez avoir besoin, dans le fond, d'avoir des gens qui sont capables d'avoir des bonnes idées pour être capables de passer à travers. Le principe numéro 6, c'est de soutenir les départements qui sont moins habitués à la pression. Là, je sais quand je dis ça, parce que je pense surtout aux ressources humaines puis aux finances. Et là, j'ai toujours quelqu'un des ressources humaines qui dit « Hey, nous autres, on a toujours de la pression. » C'est vrai, vous en avez aussi, en général. Mais là, c'est pire que jamais parce que nous, je ne sais pas pour les entreprises qui sont ici, mais je veux dire, nous, là, d'acheter de l'équipement de protection, à gérer les subventions, les salaires, le travail à distance, des mises à pied temporaires, les communications, les relations avec le gouvernement. Les HR sont venus vraiment, vraiment, vraiment très chargés. Donc, la perspective du patron, si vous voulez, c'est celle de les supporter parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide pour passer à travers. Le principe numéro 7, dans le fond, c'est l'implantation du télétravail. Je pense que rendu ici, tout le monde est en télétravail, vous savez comment faire ça. Je voudrais juste me faire une petite mise en garde de quelque chose que nous, on a découvert par la suite. C'est qu'avec le télétravail, arrive aussi plus de risques de fuite d'informations confidentielles. Vous savez, on met de l'information d'entreprise sur souvent des ordinateurs, soit portables ou personnels de vos employés. Donc, essayez tout de suite de prendre en considération certaines choses pour prendre des mesures en place pour protéger vos informations. Il y a plusieurs cas ici en Chine d'entreprises qui ont perdu des informations confidentielles qui ont été dans des situations difficiles par la suite. Le principe numéro 8, dans le fond, je mettrais plus l'emphase sur les gros changements à 180 degrés. Là. Dans le fond, les entrepreneurs, j'ai trouvé ici, puis je le vois au Canada aussi, là, c'est comme l'étape des gros changements. Là, maintenant, tout le monde, on change d'être un magasin à vendre en ligne. On n'est plus un restaurant qui livre aux tables, on livre à domicile.
Fait que là, les gros changements arrivent, là, puis on veut que ça soit exécuté rapidement, puis c'est pour sauver l'entreprise, tout ça, qui est en général des bonnes idées. Mais dans la pratique, il faut juste réaliser que ces grandes idées-là, là, elles sont très difficiles à exécuter et peuvent compromettre votre business model de base. Dans le fond, dans l'entreprise, donc il faut faire attention. Faut être faut pas penser que parce que soudainement on a l'idée de génie pour être capable de sauver son entreprise, que ça va être quelque chose qui va être facile à implémenter. Le principe 9, on va y revenir un petit peu plus en détail. Puis juste pour terminer sur le principe 10, qui est un peu positif, là, c'est que vous savez, Churchill a dit « Never waste a crisis ». Le sens de ça, dans le fond, pour nous, entrepreneurs, c'est quand même, pas pour dire, là, mais c'est un peu aussi le temps de faire un peu de ménage. On a souvent des pratiques d'affaires qui sont peut-être pas tout à fait à jour, des choses qu'on sait qu'on traîne depuis longtemps, mais qu'on devrait changer, qu'on devrait laisser tomber. Des mauvais systèmes, c'est le temps comme jamais pour faire ces changements-là parce que tout est dans les airs. Donc, puis les gens regardent dans l'autre direction. Là. C'est le temps comme de prendre l'ouverture qu'on a pour être capable de faire des changements. Puis nous, on l'a fait, dans le fond, on a fait plusieurs changements dans l'entreprise. Là. On ne parle pas juste de mise à pied, là, mais des systèmes, des choses qu'on faisait mal. Même à la limite, moi-même, des habitudes de dépenses que j'avais que j'ai changées. Si on passe à notre diapositive, on va passer un petit peu plus de temps sur le principe numéro 9, qui est celui de bonifier certains projets. Ça, c'est l'étape où on est rendu aujourd'hui. Fait que nous, on est genre 2 mois et demi après. Hein. Fait que nous, aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est que ce qui nous a vraiment aidé, c'est le fait qu'on a vraiment profité de la crise pour bonifier certains projets. On a bon, ce que je disais, mon mauvais exemple, on l'a fait là. Là, on vend maintenant en ligne. On a développé une marque, dans le fond, pour nos produits, 2 marques, dans le fond, qu'on a déposées, une dans le domaine du divertissement, une pour des nouveaux produits qu'on va lancer. On en a effectivement profité pour améliorer certaines méthodes de travail plus efficaces. Mais j'aimerais aujourd'hui vous prendre l'opportunité pour vous annoncer notre nouvelle invention. Dans le fond, on ne veut pas trop prendre le crédit parce que, évidemment, l'idée originale vient de Goliath. Donc, une des idées intéressantes, je pense que c'est intéressant, évidemment, de la mentionner ici parce que d'autant plus que ça fait partie du groupe de Batimatech, c'est le fait qu'on a créé un nouveau produit qui s'appelle, dans le fond, nous, on ne l'a pas créé, on a contribué, dans le fond, à certains raffinements de la fabrication, éventuellement faire la fabrication pour eux, puis réussir à faire ça dans un temps très court, pour un produit qui s'appelle Goliath Detox, sur lequel je laisserai le micro à Alexandra pour en faire l'introduction. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Alexandra Roy, je suis copropriétaire de la gamme d'outils Goliath. À la base, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine de la construction, dans le système intérieur comme entrepreneur général. Puis Goliath, ça se trouve être une compagnie manufacturière, une start-up manufacturière depuis 18 mois, où est-ce qu'on fait du développement de produits pour améliorer l'efficacité des travailleurs sur les chantiers de la construction. Principalement, nous, on focusait vraiment sur le travailleur. Notre core business, c'est vraiment ça. Puis la crise sanitaire, dans le fond, qu'est-ce que ça l'a amené à faire? Puis merci à Batimatech, parce que si j'ai connu Siemens, si j'ai connu Jean-Luc, Emmanuel qui n'est pas sur l'appel, c'est via Batimatech. Donc, si on a créé le Detox, qu'on a eu un partenaire aussi rapide et efficace, c'est principalement à cause de la rencontre d'Emmanuel à un des 5 à 7 de Batimatech qui a près d'1 an. Ah, c'est ça l'histoire. Hein? Ça a commencé dans un 5 à 7. Tu vois, cette partie de l'histoire, je ne la connaissais pas, le péché original. Ouais, c'était dans un 5 à 7, puis je ne me souvenais pas de son nom. Puis à un moment donné, j'ai écrit en français, j'ai dit une fille, elle travaille pour, me semble, c'est Siemens, je ne me souvenais même pas du nom de l'entreprise. Elle travaille avec du monde en Chine, elle fait du développement de produits. Finalement, Francis, il a répondu super rapidement. Il m'a dit c'est Emmanuel, voici ses coordonnées. Puis écoutez, si on passe à l'image du produit, en début de crise sanitaire, sur les chantiers de construction, parce que j'ai encore une compagnie de construction avec une centaine de travailleurs environ, tout le monde se faisait voler son purel sur les chantiers. Puis nous, on disait, bon, mais ça prend des solutions permanentes. Quand les chantiers vont repartir, ça nous prendrait quelque chose qui va sur les échafauds, qu'on peut mettre dans nos coffres à outils, qui est aimanté. Et là, toutes les usines ici étaient soit arrêtées, soit à effectif réduit. Donc, on a pris le virage de faire fabriquer en Chine et de collaborer pour optimiser le produit avec l'équipe de Siemens. Dites-vous, là, pour arriver à
penser à l'idée, le dessiner, le produire, avoir un moule à injection, être shippé, livré au Canada, ça a pris 5 semaines. C'est du jamais vu, là. Comme, je suis pas experte en manufacturier, mais quand j'en parlais à des amis, ils étaient comme, ben, normalement, 3-4 mois, 6 mois, le développement de produits, là, ça a été super vite, efficace, on a une bonne communication. Fait que pour faire un peu du push sur ce que Carl disait plus tôt, changer le modèle d'affaires, le principe numéro 8, nous, ça a été un ajout à notre gamme. Puis j'ai pensé exclusivement à la construction avec notre créateur Francky Champagne qui a fait le design initial. On pensait juste à la construction. Puis aujourd'hui, tu sais, la crise, on parle de vagues et tout ça. Puis des fois, on voit pas jusqu'où le besoin est. Mais actuellement, tu sais, fort probable que vous allez voir ce dispositif-là dans des autobus ou dans le métro parce que finalement, ben, c'est tubulaire. Puis ça peut être bien clipsé sur d'autres types d'environnements. Donc, tu sais, des fois, on a des idées, des fois, on pense que ça peut juste servir à un environnement, mais ultimement, ça peut être multifonction. Fait que des restaurants, des autobus, plein d'autres types d'industries qui bénéficient actuellement du detox. Donc, grosso modo, c'est la bebelle qu'on a inventée, mais toujours en gardant le cap sur l'entreprise. Donc, tu sais, on parle beaucoup de se réinventer, aller sur le commerce en ligne, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est super important de garder quand même le cap sur le core business de notre entreprise. Donc, la force qu'on a eue avec cette collaboration-là avec l'équipe de Siemens, c'est vraiment de pouvoir garder quand même notre développement de produits puis notre équipe technique de Montréal à continuer à améliorer le reste de notre gamme d'outils pendant que la production puis l'amélioration se faisait du detox. Donc, on a fait les deux, nous. On a créé un nouveau produit, on a trouvé un partenaire pour nous aider là-dessus, en gardant quand même le focus que, ultimement, la crise sanitaire va se terminer. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver dans le marché. Il risque d'avoir une grosse crise économique subséquente. Ben, il faut quand même garder le cap sur le reste de nos opérations. Fait que c'est le fun d'avoir des idées, mais avis à tous, quand même important de garder son core. Super. Merci, Alexandra. Merci pour ce travail-là. On a en ligne aussi qui assiste au webinaire, je sais qu'Emmanuel, puis Éric Savage, qui est l'ingénieur qui a travaillé avec vous sur ce projet-là, qui est au bureau de Montréal de Saint-Même. Fait qu'ils sont là, je les salue. Fait que je pense que c'était une belle expérience pour tout le monde de travailler là-dessus. Merci à ton équipe, Alexandra. Je prendrai quelques minutes pour dire que de notre côté, comment ça s'est vécu. Carl qui disait au niveau des 10 principes qui ont été appliqués. Nous, au bureau de Montréal, bien, on vivait ça avec eux. Au retour du Nouvel An chinois, tout le monde qui travaille avec la Chine sait qu'une fois par année, les lumières s'éteignent en Chine. C'est pendant le Nouvel An chinois, qui est selon les phases de la Lune, au début de février, fin janvier. Ça correspond un peu à notre Noël jour de l'an dans notre cas. Fait que tous les containers, tous les shipments, puis Emmanuel qui travaille avec nous au niveau logistique, elle sait, là, ça arrache les cheveux à chaque fois que ça arrive, cette période-là, parce que tout le monde veut que son stock sorte avant que les lumières s'éteignent, puis qui ont hâte que les lumières rallument après. Sauf que le problème cette année, c'est que quand les lumières sont venues pour se rallumer, bien, ça ne se rallumait pas complètement, parce que là, ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait un bizarre de virus qui se promenait en Chine qui faisait que les gens, il fallait qu'ils restent chez eux avec des masques, une personne par appartement pour sortir faire l'épicerie et tout. Fait que dans ce temps-là, ça va vraiment l'air loin de nous autres. Puis, comme disait Carl, on leur a même shippé des petites boîtes de masques, dont des masques pour enfants qu'Éric, je me rappelle, avait trouvé, puis avait dit « J'envoie-tu ça? Ah, envoie-les. » Puis, finalement, ça s'est avéré positif. Mais là, le problème, c'est que les clients s'attendaient aux livraisons. Fait qu'on avait beau expliquer la situation, puis je prends la peine de dire ça parce que des fois, il faut y penser un peu que les gens, bon, ah ouais, hein, c'est de valeur, est-ce que tout le monde va bien, personne n'est trop malade? Non, c'est correct, OK, c'est beau. Une fois ça expliqué, OK, mais qu'est-ce qui arrive avec ma commande? Bien, c'est parce que là, je viens juste de te dire que les usines sont fermées, fait que je m'excuse de ta commande, ça va être retardé. Puis, sur le coup, c'était loin, mais là, après ça, ça s'est envenu ici. Puis là, c'est un petit peu l'inverse qui arrivait, que là, la Chine reprenait. Puis là, elle disait, OK, mais là, le client, il a vu-tu sa commande? Oui, il a voulu, mais là, il ne veut plus parce que personne ne veut le recevoir. Fait que ça a fait comme un jeu de balancier, un petit peu d'inquiétude et de stress là-dedans. Fait que là, c'est évident qu'à ce moment-là, toute la communication qu'on avait, quand Carl parlait de communication 360, c'était important, autant au niveau des entreprises, dans l'entreprise elle-même, qu'on partage même au niveau de notre réalité financière, de ce qui se passe, pourquoi il faut diminuer ça, tout ça, faire attention, que même aussi avec nos clients.
peut-être parler avec vos fournisseurs, parler avec vos clients, tu sais, comment ça va, là, les lumières rallument, ça va bien, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta réalité? Est-ce qu'il y a des nouvelles affaires qu'on peut faire? Le travail avec Goliath, c'est un bon exemple justement d'une nouveauté. C'est un produit qui est arrivé, pouf, puis ça a pris la tangente grande vitesse, là. L'arrêt des voyages en avion, on continue autrement. Carl et moi, on se voit tous les jours, chacun dans notre coin de la planète. Mais c'est important, c'est ça. Fait que c'est important de continuer d'échanger, d'être proche, puis c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui aussi avec ça. Alexandra, avais-tu un point à rajouter sur l'impact que toi, tu avais vécu? Oui, c'est au niveau du télétravail. Je trouve que avant le COVID, on était habitués, mettons, dans mon cas, moi, je voyais peut-être 150-200 personnes physiquement par semaine. Là, on est rendu juste avec nos direct reports, mais il y a tout ce feeling-là de l'entreprise, de la réceptionniste que tu ne vois pas, que les gens sur les chantiers, qu'on pouvait voir, qu'on pouvait avoir un pouls de qu'est-ce qui se passe des gens sans ne serait-ce avoir des longues discussions. Mais là, toutes ces personnes-là, tout le monde est chez eux. Fait que de garder le pouls, oui, c'est important le télétravail, mais ultimement, comment on fait pour vraiment bien saisir comment l'ensemble de notre organisation va actuellement? J'ai trouvé que c'était vraiment un enjeu. Puis encore aujourd'hui, on a de la difficulté. Là, oui, les chantiers sont partis, tout le monde repart, mais si j'avais à revivre ça, honnêtement, j'aurais pris des trucs et astuces pour mieux saisir, avoir le pouls vraiment de l'ensemble de l'équipe parce que justement, on s'attarde tout le temps au direct report. Jean-Luc, tu parles tout le temps avec Carl à tous les jours, tu dis, mais il y a plein d'autres personnes que normalement, dans ton entourage, tu aurais eu à interagir, puis là, tu le fais pas. Fait, comment qu'on fait pour vraiment bien saisir où est-ce que l'ensemble de l'organisation se situe? C'est encore un mystère. C'est bon. OK. On peut en reparler dans la discussion tantôt, peut-être, justement. Carl, veux-tu reprendre un petit peu le micro pour passer rapidement comment ça s'est passé, des trucs? Là, on va y aller sur l'expérience de Carl en Chine, qui est aussi jumelée à notre expérience du Bureau de Montréal. Puis, tout de suite après ça, Michel Lauzon va prendre la place aussi pour expliquer des projets sur lesquels il travaille au niveau concret de remise en marche des activités au niveau du design stratégique. Ouais, c'est ça. Bien, comme vous avez pu comprendre, cette belle collaboration-là avec Goliath, ça s'est passé vraiment vite. Ça fait qu'on était à haute vitesse. Fait que là, on va justement prendre plus de vitesse là, pour être capable de passer à travers les 10 prochaines diapositives, pour être capable de laisser du temps à Michel de faire sa présentation à lui. Ça fait que prenons la vitesse Goliath pour les prochaines diapos. Fait que il y a quand même une chronologie là, dans ce que je vous présente aujourd'hui, puis le document va être disponible par la suite. Donc, ça vous fera un peu un document de référence, jamais si vous voulez vous peut-être passer un peu plus de temps pour voir un petit peu les difficultés et les choses que nous, on a vécues ici. Fait que je vais plutôt mettre l'emphase sur un item par diapositive pour être capable de passer plus rapidement. L'item que je juge qui est le plus important. Puis donc, dans la chronologie, premièrement, les 3 premières diapositives, c'est qu'est-ce que nous, on a vécu, surtout quand nous, on a reparti, genre, quand on a rouvert les lumières, c'était quoi les principales difficultés? Bien, la principale difficulté que nous, on a vue au retour, c'est vraiment là qu'on réalise qu'une compagnie, on est un maillon dans une chaîne, hein? On n'est pas dans notre propre écosystème, là, on fait partie en avant de nous, il y a les fournisseurs, il y a les transporteurs, il y a peut-être des douanes. Après nous, il y a des clients qui ont aussi des transporteurs. Là, nos clients ont des clients, des fournisseurs, et tout ça. Puis, la chose qui était le plus difficile, c'est qu'après avoir tout géré, dans le fond, cet aspect-là, équipement de protection, même l'aspect, mettons, je dirais, un peu humain, financier, etc. En fait, l'usine a parti vraiment lentement. Là. On était à peu près à 50 % le premier mois, monté à 80 % à peu près le deuxième mois. Donc, un conseil peut-être que je donnerais, malgré le fait que rendu ici, la plupart d'entre vous ont déjà débuté, c'est de contacter un petit peu les gens qui sont dans votre chaîne d'approvisionnement pour comprendre leur situation, peut-être votre transporteur, parce que ça va avoir un impact important au moment du retour. Si on passe à la deuxième diapositive, Jean-Luc, dans le fond, ce que nous, on a vu aussi qui était vraiment important là, au retour. Ah, excuse, Alexandra, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur la première diapositive? J'avais une petite note dans mon... Oui, s'il y a des gens qui veulent écrire en Q&A ou dans le chat, s'il y en a qui vivent encore l'impact des employés qui refusent de revenir au travail ou à cause de la PCU, les subventions salariales, qui prennent ça plus au ralenti, je serais curieuse de savoir si parmi les participants, il y en a qui vivent ces enjeux-là actuellement.
Parfait. Nous, on en a un qui a carrément refusé, il n'est jamais retourné. Même 3 mois plus tard, il n'est jamais revenu. Donc, sur la deuxième diapositive, je mettrai l'emphase sur la question de la gestion de l'émotivité. OK? Puis je vous dirais, même 3 mois plus tard, c'est quelque chose qui nous reste encore. C'est vraiment comme gestionnaire, vous savez, on sait, là, on regarde les nouvelles. Là, en plus, c'est des crises. Évidemment, il y a la maladie, on a peur pour nous. Notre entreprise a des contraintes aussi. Donc, ça crée beaucoup d'émotivité. Puis, j'ai trouvé, moi, qu'une des choses qui étaient les plus frappantes au retour, c'est le fait qu'il y avait peut-être des fois des conflits latents qui existaient peut-être entre nos employés. On avait peut-être des systèmes en place qui étaient déficients, qui ne fonctionnaient pas bien. Et puis, c'était une grosse partie du travail à faire comme gestionnaire. C'est simplement d'être à l'écoute, de comprendre les situations, d'être compréhensif avec eux, d'essayer de trouver des solutions ensemble pour gérer cette émotivité-là. C'est comme tout le monde est un peu à bout de nerfs, là. Puis ça prend du temps à partir. Là. Nous, à 3 mois plus tard, je trouve encore que les gens sont encore épuisés. C'est encore difficile. Puis c'est dans cette dynamique-là, dans le fond, à laquelle il faut se préparer pour le retour. Si on passerait à la prochaine diapositive, dans le fond, moi, je dirais que tout ce qui est international, dans le fond, là, ça devient vraiment difficile. T'sais, dans notre cas à nous, on avait des composants qui arrivaient de l'Italie, par exemple. Déjà, les douanes, à l'export, à l'import, tout ce qui doit traverser les douanes, là, anticiper que ça va être difficile. On pense particulièrement peut-être à des composants qu'on doit importer, qui doivent être assemblés dans les produits. Attendez-vous à ce que ça prenne du temps à partir. Je vous dirais quelque chose qui est peut-être un peu plus philosophique, là, mais qui est relié. OK? Mon feeling à moi, c'est qu'on dirait que pendant la crise, là, mon horizon, il s'est vraiment rétréci. C'est comme soudainement, je ne pensais plus à 2021, je pensais juste comme au mois de juin. Je ne pensais plus à développer l'Europe, puis l'Espagne, puis l'Afrique, tout ça. Je pensais juste à la Chine, les projets qu'on a. Il y a vraiment cette dynamique-là qui se crée à un moment donné d'essayer de se resserrer sur ce qu'on est. OK? Mais il faut garder en tête que cet élément-là, il ne faut pas le confondre avec le long terme. À un moment donné, il faut commencer à lire les triggers aussi, parce que nous, là, c'est l'inverse. Nous, ici, c'est reparti l'économie. Vietnam, c'est reparti. Nouvelle-Zélande, c'est reparti. Donc, le moindrement que vous avez, il faut quand même lire les triggers aussi pour ne pas se refermer pour dire, à partir de maintenant, je vais juste acheter en Chine dans mon cas, ou je vais juste acheter à Montréal, ou je vais juste vendre à Montréal. Réaliser de ne pas mêler deux choses qui sont fondamentalement différentes. Le fait que nos horizons se ferment avec le fait que, dans le fond, une entreprise, l'export, dans le fond, d'être ouvert au monde, c'est quand même quelque chose qui est important pour notre croissance. Sur ça, je passerai à la prochaine diapositive, qui est simplement une revue peut-être des mesures obligatoires que nous, on avait ici. Là. Je vous dirais que de façon générale, les choses sont assez semblables à ce qui est recommandé. Dans le fond, il y a beaucoup des choses qui ont été un peu copiées, je dirais, ou reprises, dans le fond, d'exemple la Chine. Je ne dis pas nécessairement que la Chine, c'est mieux, là, vraiment pas, mais peut-être juste à titre de référence, dans le fond, j'ai mis 2 diapositives avec les choses qu'on avait ici. Une des choses qui est peut-être la plus frappante, c'est le fait que au niveau des masques qui étaient utilisés, surtout dans les usines, déjà c'est obligatoire les masques dans les usines, dans les bureaux, nous, on avait des exigences d'avoir des standards médicaux, donc, ou N95. Donc, puis ça, c'est quelque chose quand même qui est frappant, là, je trouve, lorsque je fais la comparaison. Mais pour ce qui est du reste, dans le fond, l'accessibilité au gel, la gestion des quarantaines selon les zones. Vous savez, ici en Chine, si vous arrivez de Wuhan, par exemple, qui est un peu l'épicentre, là, il fallait que les gens soient en quarantaine 14 jours avant de travailler. Si on continue, dans le fond, avec les mesures obligatoires, il fallait acheter des thermomètres, il fallait désinfecter les grandes zones. Il y avait des audits, dans le fond, qu'on devait faire aussi. Vous pourrez prendre connaissance directement dans le document après la présentation. Finalement, peut-être certains apprentissages ou certaines erreurs que je pense qu'on a fait, là, je dirais qu'il y a des choses, par exemple, au retour, moi, j'ai trouvé qu'on avait dit aux gens, gardez votre mètre. Nous, c'était 1,5 mètre, c'était pas 2 mètres, 1,5 mètre. Gardez vos distances, faites les choses, puis genre, tu tournais de bord, puis tu retournais de bord 1 heure plus tard, puis tous les employés étaient retournés dans un coin qui est naturel. Là, les gens veulent se regrouper, discuter, faire quelque chose. Fait que là, on a comme peu trop le choix de faire la police, puis de mettre des petits noms des gens pour dire excuse, tu sais, on n'avait pas la règle, là, comme à l'école, là, mais c'était presque ça, de dire il faut que tu t'assoies à ta place, puis il faut essayer de respecter ça. Donc, il y a des choses comme ça qu'on est obligé de mettre en place pour gérer, dans le fond, cette difficulté-là qu'on pouvait avoir.
Si on passe à la prochaine diapositive, dans le fond, je vous dirais qu'il y a peut-être certaines initiatives. Moi, je vous encourage à regarder pour des initiatives volontaires. Il y a des choses qui sont imposées, dans le fond, là, comme la désinfection, le port dans certains cas, il va y avoir le masque, tout ça. Mais prenez la peine de comprendre la réalité de votre entreprise. Dans notre cas, à nous, on avait pris vraiment l'initiative de ne pas juste désinfecter les allées comme c'était exigé par le gouvernement, mais aussi les souris, les chaises, etc. Donc, on faisait cette petite étape de plus-là, puis c'est quelque chose, je sais, qui avait été apprécié par nos employés. Une des choses en terminant sur peut-être certains apprentissages qu'on avait, on avait quand même passé pas mal de temps à... On n'avait pas des beaux outils, nous, comme Goliath Detox là, pour travailler. Donc, il fallait s'organiser avec beaucoup de duct tape puis beaucoup de choses pour être capable de faire que les choses pouvaient fonctionner au retour. Là. Mais certainement, pas minimiser l'impact, dans le fond, du réaménagement des postes de travail sur les flux de production. C'est quelque chose, dans le fond, qu'on constate qui nous a aidé énormément. Donc, c'est un peu vitesse gravée, mais c'était l'objectif que j'avais. J'en profiterai peut-être pour voler un autre 2 minutes pour vous dire peut-être maintenant, 3 mois plus tard, peut-être les choses que je trouve qui se sont comme évoluées en parallèle. Moi, je dirais qu'une des choses qui est vraiment frappante de la nouvelle réalité dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que là, genre, tout le monde se parle. On parle à nos concurrents, on parle à nos associations, on vous parle à vous autres aujourd'hui. C'est comme soudainement, là, il y a comme... j'ai jamais parlé à tant de monde de ma vie. Là. Donc, puis ça, c'est intéressant parce que ça crée comme une dynamique de partenariat, puis ça ouvre des possibilités vraiment intéressantes, puis ça germe déjà, on le sait, là, mais éventuellement, ça crée vraiment des opportunités intéressantes parce qu'on perd beaucoup. On perd des ventes, on perd des clients, on perd des choses, mais il y a des choses qu'on peut gagner aussi. Je pense que c'est beaucoup justement par des initiatives comme celle d'aujourd'hui, en discutant, en échangeant, en créant des partenariats, dans le fond, qu'on va être capable de passer à travers. L'autre chose aussi, en terminant, pour moi, c'est juste les ventes ont changé. Hein. Les vendeurs ne peuvent pas se promener, là. Ils ne vont pas voir les clients. Là. Comment on fait pour vendre? Puis même dans le retour, tout est bizarre. Il faut aller voir les clients. Tu mets-tu un masque? Tu t'assois-tu à 2 mètres? Tu donnes-tu sa lettre avec un bâton? Comment ça marche au juste? Là? Fait que toute la dynamique naturelle, dans le fond, de vendre puis de convaincre les gens puis gagner la confiance est comme totalement détruite. OK? Donc là, il faut comme retrouver une façon de faire passer nos clients potentiels à travers les différentes étapes qui permettent d'arriver à devenir vraiment développer une relation d'affaires. Mais ça passe par bien comprendre les médias sociaux. Vous voyez ce que je fais aujourd'hui avec vous, de parler aux gens, d'être candide, de développer, dans le fond, certaines autres choses qui vont vous permettre éventuellement de vendre vos produits, bien, probablement d'une façon qui était un peu différente de comment on les vendait dans les produits ou services. Là. Donc, on les vendait en décembre l'année passée. Donc, ça serait pour... donc, sur ça, je laisserai la parole à Jean-Luc et bientôt Michel. Yes, bien, merci Carl. Effectivement, bien là, ce qu'on montre là, c'est que de notre côté, bien, on s'est aussi réorienté. On a mis une partie de l'équipe sur l'approvisionnement en instruments médicaux. Comme disait Carl, les exigences qu'il y avait déjà en Chine au niveau d'avoir du matériel de calibre médical, bien, ça nous a aidé à aller chercher justement du matériel comme ça, nos équipes d'ingénierie qui allaient directement dans les manufactures là-bas, vérifier la qualité, tout ça, pour importer ça au Canada. Fait qu'on est allé chercher notre licence d'exportation d'instruments médicaux de Chine et notre licence Santé Canada pour les importer ici au Canada. Fait qu'on prenait vraiment là, d'un bout à l'autre, jusqu'à livrer les masques et les visières dans les industries ici au Québec. Donc, et certaines cliniques et tout ça. Fait qu'on continue de faire ça aujourd'hui. Puis, on a réorienté nos services aussi pour le développement de produits encore plus rapide. Là-dessus, je laisse Michel continuer, qui a des histoires très intéressantes à raconter sur comment c'était vécu aussi. Merci Jean-Luc. Merci Francis pour l'invitation. Merci à Carl et Jean-Luc pour m'avoir invité dans leur webinaire. Donc, pour compléter, dans le fond, on a jasé puis on a réalisé qu'on avait ensemble des apprentissages sur le retour au travail. Puis on a trouvé que c'était pertinent de montrer 2 facettes du retour au travail. Ce qu'on a vécu chez Lab, dans le fond, si j'explique un peu comment on est parvenu dans le dossier qu'on appelle la distanciation sociale et de la réentrée dans les places d'affaires. Dans le fond, Lab, c'est une firme de conseil, ce qu'on appelle du design stratégique. Dans le fond, on est une firme de design, mais on dispense du conseil stratégique relié au design des environnements.
Donc, ce qui est arrivé dans notre cas-ci, c'est un de nos clients, qui est Rio Tinto, qui, le 16 mars, comme vous savez, bon, c'est arrivé un peu plus tard ici, la fermeture des bureaux, mais le 16 mars, ont décidé de fermer leurs bureaux. L'annonce officielle ici du gouvernement a été le 17 mars. Et puis ça, c'est une anecdote qui est intéressante, c'est que Rio Tinto a décidé de façon proactive, en voyant qu'il y avait un risque pour les employés partout dans leurs installations, entre autres en Amérique du Nord, a décidé de fermer le lundi et non d'attendre la directive gouvernementale. Ça reflète un peu sur la multinationale qui est Rio Tinto, qui est comme vous savez probablement, c'est une multinationale qui est dans le secteur minier. Donc, il y a des usines, des mines, mais on a aussi des bureaux vous allez voir les places d'affaires dans le monde, donc en Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Mais dans le fond, leur grosse préoccupation, ils ont une très grande préoccupation avec la sécurité. Étant dans le secteur minier, bon, c'est un secteur, comme vous savez, qui a des risques. Puis à chaque année, il y a des incidents, des mutilations, il y a des gens qui peuvent décéder. Donc, il y a une extraordinaire sensibilité à la sécurité de leur personnel, tant dans les bureaux que dans les usines. Donc, ça a été un des éléments qui a dicté, dans le fond, le projet qu'on a fait avec eux, qui était, si je reprends la chronologie, donc le 16 mars, les bureaux sont fermés. Le 17 au Québec, c'est annoncé que les places d'affaires sont fermées. Le 23 mars, donc quelques jours après, un groupe est formé chez Rio Tinto, un groupe qu'ils ont appelé le BRT, le Business Resilience Team. Donc, c'est une espèce de strike force, strike team, dans le fond, qui regroupe les gestionnaires des facilities managers, donc les gestionnaires des propriétés partout dans le monde, dont en Amérique du Nord, sont regroupés sous un BRT global qui est installé à Londres. Et puis, dans le fond, c'est une façon de monitorer la situation et d'être en contact avec les gestionnaires de toutes les places d'affaires d'une façon presque quotidienne et hebdomadaire pour faire du monitoring de la situation. Donc, immédiatement, le 23 mars, ils ont eu la commande de planifier le retour au travail. Donc, leurs deux préoccupations, c'était la sécurité de leurs gens. La deuxième préoccupation était la continuité des affaires. Donc, ils ont décidé d'être proactifs et de ne pas attendre, pas être dans une situation d'attentisme, mais plutôt dire comment est-ce qu'on peut résoudre cette problématique, comment est-ce qu'on peut gérer nos opérations, puis retourner, d'avoir la continuité des affaires le plus rapidement possible. Donc, le 27 mars, j'ai parlé avec mon client, m'a appelé pour dire, bon, OK, vous êtes des gens créatifs, vous êtes des gens de conseil stratégique. On a une situation, comme vous savez, qui est le COVID, puis le confinement. Comment est-ce qu'on fait pour passer à travers ça? Quels sont vos conseils? Comment est-ce qu'on peut planifier un retour au travail? Donc, on s'est immédiatement mis au travail le lundi d'après sur certaines places d'affaires, sur les places d'affaires en Amérique du Nord, pour commencer à planifier le retour, mais dans une situation, comme vous savez, où il y a beaucoup d'impondérables, beaucoup d'inconnus, une situation que personne n'a vécue. Donc, une problématique qui est encore floue, vague, beaucoup de oui-dire, toutes sortes d'informations qui circulent. Donc, peut-être, Jean-Luc, passer à la prochaine. Une des choses qu'on a réalisées, puis assez rapidement, c'est que, bon, dans le secteur de l'immobilier, les deux choses qui sont bien importantes dans les places d'affaires, dans les bureaux, c'est la bulle, ce que j'appellerais nos bulles, la bulle densité qui est la réalité immobilière, qui est combien de personnes on peut mettre dans un endroit, combien on paye de loyer, c'est quoi les coûts d'opération, donc des choses que vous connaissez comme gestionnaire d'entreprise. L'autre chose qu'on concilie, historiquement, qu'on a tout le temps concilié, c'est l'expérience employée. Dire, bon, on veut avoir une culture forte, on veut que les gens viennent au bureau, on veut que les gens travaillent ensemble, collaborent, culture de collaboration. Donc, il y a un ratio entre la réalité immobilière, combien ça coûte le pied carré à Chicago, à Montréal, à Londres, combien de personnes on peut rentrer. Évidemment, la dynamique des dernières années, ça a été de faire des aires ouvertes, ça a été aussi d'augmenter la densité, c'est-à-dire de réduire le pied carré consacré par personne. Ce qui fait aussi qu'on s'est retrouvé dans une situation face à la distanciation sociale où on a certaines places d'affaires qui sont assez incompatibles avec le fait de se distancer l'un de l'autre. Donc, on va y venir, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, ces deux choses-là sont toujours fait partie du décor, mais là, tout à coup, il y a la bulle sécurité qui devient un élément prioritaire. Et non seulement prioritaire, mais un élément prescriptif, dépendamment des juridictions, mais ça devient un élément réglementaire. Donc, c'est un élément qui prend une importance, puis tout à coup édicte des conditions de comment on peut occuper l'espace.
Et puis, ça édicte aussi des opérations. On vient d'en parler, comment est-ce qu'on... Des protocoles d'entrée, des protocoles de confinement si on réalise que quelqu'un finalement a le COVID ou on pense que quelqu'un a le COVID. Donc, une nouvelle série de mesures opérationnelles. On va essayer justement de trouver le projet de réentrée au bureau parmi ces 3 bulles-là. Prochaine diapo. Comme on en a parlé, c'est une problématique de dire on veut rentrer, on veut une continuité des affaires. Il y a certaines places d'affaires qui fonctionnent bien avec des gens en travail à distance, en remote, mais il y a certains groupes qui considèrent qu'il y a certaines unités, que ce soit vos TI, que ce soit des équipes de design, qu'on considère qu'il y a une baisse de productivité, par exemple, en télétravail importante parce que les gens collaborent beaucoup. Donc, on va vouloir qu'il y ait une réentrée. Puis ça se peut qu'il y ait une réentrée pendant la pandémie parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va avoir un vaccin. Donc, une réentrée, ça touche beaucoup d'aspects. Ça touche, on a parlé des enjeux opérationnels, les enjeux financiers. Si on a une personne sur 2, on continue de payer du loyer. Donc, ça va coûter quelque chose pour entreposer du mobilier. Comme vous allez voir, des fois, il faut retirer du mobilier, il faut le mettre à quelque part. Les enjeux de mise en œuvre, il y en a plusieurs. Il faut peut-être engager un déménageur, il faut peut-être engager quelqu'un pour faire des travaux. Est-ce qu'on a une procédure d'approvisionnement? Est-ce qu'on outrepasse notre procédure habituelle d'approvisionnement pour aller plus rapidement? Donc, des enjeux de mise en œuvre. Des enjeux réputationnels, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que les employeurs au Québec sont responsables d'assurer la sécurité des employés. Donc, si les gens rentrent à votre usine ou rentrent dans vos bureaux, vous êtes comme employeur responsable de ne pas leur créer des situations qui peuvent mettre en péril leur santé. Donc, c'est quand même pas une responsabilité légère. Donc, il faut avoir démontré de façon documentée qu'on a mis en place des mesures pour assurer ça. Puis, il faut savoir que la CNESST a le pouvoir de fermer les places d'affaires. Puis, en cas de pandémie, ce qu'on comprend, puis ça, c'est très important de sensibiliser à ça, c'est qu'habituellement, quand la CSST ou la CNESST fait des avis de non-conformité, habituellement, il y a un avertissement, puis les gens doivent se conformer. En cas de pandémie, ça se peut qu'il n'y ait pas d'avertissement. Ça se peut que vous ayez une notice, puis on ferme la place d'affaires immédiatement. On fait l'enquête après. Ce qui veut dire que si la continuité de vos affaires est importante, c'est minimum 4 à 6 semaines. Si vous faites une infraction, puis vous n'êtes pas documenté, puis les gens sont venus au travail, il envoie un inspecteur, puis il constate, par exemple, que les gens sur le plancher ne sont pas à 2 mètres, ne portent pas des masques, c'est suffisant pour fermer la place d'affaires. Fait que ça risque de souffrir dans vos opérations si c'est le cas. Donc, ça c'est justement les enjeux légaux et humains. Et sans compter aussi les impacts sur la réputation et sur la notoriété de la société qui se retrouve dans cette situation-là, qui va soulever aussi sur sa marque employeur. Jean-Luc, prochain. Donc, Rio Tinto, on va en parler rapidement, mais bon, ils ont des places d'affaires partout. Nous, on s'est occupé beaucoup des places d'affaires en Amérique du Nord. Je peux vous dire que les bureaux de Perth en Australie, il y a quelques bureaux en Australie qui ont déjà rouvert. Le BRT fait le suivi. À date, il n'y a pas eu d'incident, mais je dirais que le fait d'avoir le BRT puis d'avoir un monitoring de la situation en temps réel puis de bénéficier des apprentissages, des choses qui marchent puis des choses qui ne marchent pas, c'est très précieux. On va passer au prochain. Juste pour vous sensibiliser, une réentrée dans une place d'affaires, puis ici, ça, c'est les bureaux de Rio Tinto à Montréal. Ils ont 6 étages, entre 700 et 800 personnes. Donc, il y a une certaine complexité. Ça touche, on a tendance à dire, OK, il faut espacer les gens de bureaux, puis faire un bureau sur 2, ce qui peut être vrai dans beaucoup des cas, dépendamment de la grosseur des bureaux. Il faut que les bureaux soient assez gros pour permettre ça. Si les bureaux sont petits, c'est peut-être pas assez de faire ça, comme on a vu dans les bureaux de Chicago. Mais ça touche plein d'affaires, ça touche les espaces communs. Il faut parler avec votre propriétaire, votre landlord, les ascenseurs, comment ils vont être gérés, les escaliers dessus, le lobby. Et dans vos espaces, ça touche vos salles de conférence, ça touche les circulations. Ça se peut que dans certains bureaux, que vos employés maintenant circulent à sens unique et pas à double sens parce que vous n'avez pas la largeur. Si vous mettez à changer des bureaux de place, il faut regarder au point de vue de la sécurité incendie que vous ne créez pas un problème d'accès à l'issue. Il y a quand même une certaine complexité à ça, puis vous perdez quand même beaucoup de capacité. L'exercice qu'on a fait avec eux autres, c'est voir comment on est capable d'assurer tout ça, puis de faire un équilibre là-dedans, puis pas trop perdre de poste de travail, puis d'être capable d'arriver à un équilibre justement parmi toutes ces choses-là, les cuisines,
l'usage du micro-ondes, l'usage du vestiaire. Regarde, il y a beaucoup d'impact à tous les niveaux dans les aménagements. Un prochain, Jean-Luc, merci. Donc, ça, c'est l'élément typique qu'on a vu, qu'on utilise évidemment, qui est comment est-ce qu'on peut positionner les gens pour pas que, justement, là, on s'est donné comme règle un rayon de 2 mètres dans le cas de Rio Tinto. Même au début, on ne savait pas c'était quoi le rayon. Fait on a testé plusieurs rayons. On a testé 6 pieds, on a fait 5 pieds, 1,5 mètres, on a fait 2 mètres. On a regardé les juridictions en Europe, ils faisaient quoi? On a regardé en Asie, ils faisaient quoi? Aux États-Unis, ils faisaient quoi? Finalement, on a convenu avec eux qu'on appliquait 2 mètres, même aux États-Unis. Aux États-Unis, ils demandent 1,8, qui est 6 pieds, mais on a décidé avec eux d'appliquer par mesure de sécurité aussi, puis comment on mesure aussi le rayon. Est-ce qu'on le mesure à partir de la surface de quelqu'un? On le mesure-tu au milieu de sa tête? Donc, on s'est posé plein de questions. Finalement, on a convenu 2 mètres. On peut continuer. Merci, Jean-Luc. Dans les bureaux, ce qu'on peut s'attendre, puis il me reste 2 slides, vous allez voir, c'est assez comprehensive, comme on dirait, comme vision. On peut s'attendre à des changements. Les employés, quand ils vont revenir, il va y avoir des changements. Est-ce que ces changements-là sont permanents ou est-ce qu'ils sont dans le court terme? On ne sait pas encore. On pense qu'il y en a qui vont être permanents, qui vont changer de bureau, puis il y en a qui vont être du court terme. Évidemment, on s'attend à plus de télétravail, mais une chose qu'on s'attend et qui va être probablement durable, c'est plus d'espace par pied carré par employé. Je pense qu'on a vécu la contraction maximale. On a vu aussi les enjeux que ça crée avec des situations comme telles, puis on pense que dorénavant, il va y avoir un peu plus de place par personne. Aussi, les grands postes à air ouverte avec aucune cloison dans le court terme, évidemment, ce n'est pas ce qui est recommandé. Donc, il y a plus d'intimité, plus de paravent, plus de cloison. Est-ce que le cubicule va faire un retour? On ne sait pas. Les gens aussi, moins de partage d'équipement. On le voit dans le anticiper de moins puis dans l'anticiper de plus, c'est-à-dire les gens vont avoir des choses qui sont à eux, puis des éléments qu'on va partager puis qu'on va s'échanger le moins possible. Il va y avoir des espaces de contrôle, les SAS, quand on rentre à la réception, il y a une espèce de contrôle, une zone tampon. Ça se peut qu'on utilise des technologies pour savoir si les gens sont dans les salles de conférence ou pas. Là, il y a une sensibilité par rapport à la vie privée. Les différents pays le vivent différemment. Les finis aussi, moins de tissus, plus de finis qui vont être facilement nettoyables. Donc, anticiper moins d'espace ouvert complètement, moins d'espace partagé, moins de rangements partagés, puis les isoloirs, les fameux isoloirs à 2 personnes qui sont petits, fermez-les, il faut les enlever, c'est pas recommandé. Donc, le coworking aussi, ça pose des gros défis aux endroits où il y a beaucoup de coworking, dans des endroits très denses, sans nommer une compagnie de coworking que le modèle est en défi par rapport au COVID. Continuons. Donc, une affaire, donc le hasard du mandarin avec Sémien que je trouvais que c'était bon, c'est que les symboles pour changement ou crise, là, il y a une nuance, là, dépendamment des experts en mandarin, si ce symbole-là veut dire changement ou crise, mais dans le fond, ce qui est important, c'est qu'ils voient les 2 côtés de la médaille, c'est-à-dire que oui, danger, mais opportunité. Donc, il y a aussi des opportunités dans la situation de turbulence qui viennent questionner des paradigmes. Donc, gardez ça en tête. Un des éléments pour le prochain, avec lequel je vais finir, c'est que c'est un changement, puis il faut s'attendre que les gens, il y a de la résistance au changement. On aime le statu quo. Quand il y a du changement, bien, ça change nos façons de faire, ça change. Puis dans ce cas-ci, c'est un changement important parce que quand les gens retournent au bureau, c'est leur sécurité, ils sont préoccupés par leur santé individuelle, sont préoccupés par la santé de leurs enfants, leurs proches, leurs parents. Des fois, évidemment, les gens peuvent vivre avec leurs parents. Ils ne veulent pas contaminer leur famille. Donc, c'est un sujet très sensible. Puis pour que les gens veuillent revenir au bureau, entre autres, puis on veut qu'ils ne soient pas dans une situation où ils ont peur, où ils ont une angoisse, ce qu'on recommande, nous, c'est qu'on gère ça comme un projet de déménagement, c'est-à-dire qu'on recommande aux compagnies de faire un processus de gestion de changement qui amène les gens à assimiler progressivement le changement. Pour ne pas être confronté la journée du retour au bureau, dans la place d'affaires, puis dire « Wow, c'est comme une zone de guerre ici », puis que les gens ne soient pas familiers non plus avec les nouvelles pratiques, nouveaux protocoles. Donc, il y a de la formation à distance qu'on recommande. Il faut commencer à visualiser, à faire visualiser aux gens, ça va être quoi le nouvel environnement de travail. Si les gens s'attendent à marcher dans un sens unique, on va leur avoir communiqué avant, on va avoir eu leur rétroaction, les gens vont avoir vu des questions. Dans ce cas-ci, le BRT a pu saisir les questions,
a pu les adresser, leur retourner les questions. Donc, de vraiment avoir un dialogue avec les équipes pour s'assurer que leur niveau de confort soit là. Puis quand on annonce la réentrée, que les gens se présentent, ils veulent retourner au bureau. Donc, ce cheminement-là est un cheminement qui ne se fait pas en 24 heures et qui demande beaucoup de communication. Dernier point sur lequel je vais terminer. Ce qu'on encourage, c'est qu'on est préoccupé par la sécurité, puis on est retourné, dans le fond, au bas de cette pyramide, qui est un peu une pyramide de Maslow. On est très préoccupé par la sécurité, puis là, on a tendance à tout oublier le reste. Mais ce qu'on se dit, c'est que si vous faites des changements dans vos environnements de bureau, les gens, ils ont aussi des émotions, ils ont des aspirations. Les gens sont sociaux, ils veulent quand même parler ensemble. Il faut s'assurer de tenir compte des autres paramètres de l'expérience humaine, puis pas seulement juste focaliser sur la paroi de plexiglas, puis tout ça, donc d'avoir une vision un peu plus large. Puis je vous montre ici quelques exemples. Là-dessus, Michel. Vas-y. Parce qu'on a quand même, je suis propriétaire de différentes entreprises, puis nous, pour essayer d'améliorer l'intégration, on a utilisé beaucoup la vidéo. Tu sais, le contact humain, de faire vivre l'expérience. Donc, avant même le retour au travail, on a fait filmer le bureau, on a expliqué, comme moi je suis allée physiquement, j'ai expliqué, on a filmé pour montrer ce serait quoi le retour du COVID. Donc, les gens avaient pu visualiser avant même le retour comment ça serait quoi les mesures. Puis, tu as parlé de déménagement, de simuler un déménagement, mais nous, l'année prochaine, on déménage les bureaux. Là. Je suis en train de faire la conception des bureaux. Puis, on a fait un forum ouvert avec les employés à savoir, bon, mais avec ces nouvelles normes-là, avec qu'est-ce qu'on a vécu, y a-t-il des choses maintenant dans votre environnement de travail que vous jugez plus important ou que vous aimeriez avoir parce qu'on est encore sur les tables à dessin. Puis, en étant en construction, les gens qui participent au webinaire, bien, je trouve ça important puis pertinent de savoir, est-ce que vous adaptez maintenant les réalisations qui sont en cours? Est-ce qu'on va faire des modifications aussi pour le futur, pas seulement en raison de la crise sanitaire, mais également pour le long terme? Là? Ouais. Donc, on a pas mal tout vécu la phase. Ah oui, mais c'est ça. Ben, tu sais, quand les gens, tout à coup, on leur dit il va y avoir une personne qui utilise le micro-ondes dans un 2 mètres, puis vous allez attendre en ligne, mais il ne faut pas attendre trop de monde en ligne. Tu sais, c'est beaucoup de changements dans les comportements de bureau. Là. Donc, ça prend justement, une communication pour y parvenir. Juste terminer sur le bureau de demain. Ça, c'est un bureau d'aujourd'hui. C'est les bureaux d'Ubisoft que j'ai fait, mais juste pour illustrer certaines choses qui sont dans les bureaux, donc moins de surface probablement de textile auquel on s'attend, plus de surface dure, plus facile à nettoyer, des circulations plus amples, plus dégagées, donc 2 mètres dans un sens, 4 mètres à 2 sens. Puis que le bureau de demain, il va y avoir bien des gens qui vont continuer de travailler de la maison, mais le bureau de demain va venir peut-être le haut lieu de la culture, encore plus que ça a été par le passé, parce que ça va être l'endroit pour rencontrer des clients et pour rencontrer des employés ensemble. Donc, vraiment le lieu de représentation de la culture d'une firme, pas seulement le lieu de travail. L'autre chose, bon, on va voir plus d'espace, on va voir des circulations en sens unique, on va voir plus de cloisons entre les postes de travail. Donc, quelque chose qui va être un peu plus compartimenté, plus de signalisation. On pense que ça va être des changements qui vont devenir durables dans les environnements de travail de demain. Je pense que les espaces à bureaux très ouverts, très, très denses, comme les centres d'appel, tout ça, ça va prendre des solutions pour que les espaces à bureaux soient un peu plus résilients par rapport à d'autres situations, pour ne pas se retrouver dans un arrêt complet comme on a vécu dans les derniers mois et semaines. Merci. Écoute, merci Michel. Très intéressant, effectivement. Puis, écoute, Lab, je pense que les gens pourront lire un peu plus ici dans la présentation. En tout cas, pour l'instant, ça conclut le contenu comme tel, le magistral qu'on avait. Alors, on est ouvert pour discussion, questions, whatever, là, si les gens sont là. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour la présentation, une présentation de qualité, une présentation qui va être partagée via un courriel que les gens vont recevoir, mais aussi à travers un YouTube parce que c'est enregistré, donc ils pourront le réécouter. On a eu une question, je crois, de Jacques Saint-Pierre, ou du moins je ne sais pas si Jacques, vous êtes toujours en ligne, mais si vous ouvrez votre micro, vous pouvez vous exprimer. Jacques, êtes-vous toujours là?
Donc, il y a Jacques qui avait une question. Puis sinon, je sais que Jeffrey Bush, qui est présentement en ligne, j'ai également ouvert son micro, travaille beaucoup avec la Chine. Donc, il y a ce volet-là. Il travaille beaucoup avec la communauté chinoise ici en Amérique. Il les représente. Donc, si jamais tu veux t'exprimer, Jeffrey, c'est bienvenu. Également, voilà. L'autre idée, c'est qu'on a fait une présentation la semaine dernière qui était intéressante, où on parlait aussi, mais je m'adresse à Michel Lauzon, là, où les gens vont au travail aussi pour vivre une expérience. Si on leur enlève la terrasse, si on leur enlève certains éléments qui améliorent leur qualité de vie au travail, bien, on redéfinit le travail même. Oui. C'est certain que ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de ne pas tout perdre puis tout balancer par-dessus bord. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est quand même garder des espaces où les gens peuvent socialiser. Mais évidemment, dans le court terme, c'est un petit peu plus encadré. Fait que ce qu'on a vu comme tendance dans beaucoup de bureaux, vu qu'il y avait une perte quand même de postes de travail importante, ce qu'on a vu quand il y a eu une attrition de ces espaces-là, les aires de détente, les lounges, il y a eu quand même une forte attrition de ces espaces-là, puis ça se retrouvait être l'espace qui restait parce que, bon, les postes de travail, il y en avait moins. Les salles de conférence, bien, des fois, il y avait une capacité de 12 réduite à 4. Donc là, on s'est retrouvé que les espaces qui étaient des espaces lounge, détente, plus divers, relaxation, ont un peu souffert et ont été réduits dans le court terme. Ce qu'on s'attend quand même, c'est qu'on veut en garder parce que c'est quand même l'aspect important, l'aspect social d'aller au bureau. Mais il va y avoir un rééquilibrage là, dans le futur d'un bureau par rapport à ces espaces-là, parce que je ne pense pas que les locataires sont dans l'esprit d'agrandir leur bureau. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler de la maison maintenant à une proportion plus significative. Donc, les gens vont être dans une dynamique de préserver l'espace à bureau qu'ils ont ou peut-être même le réduire. Puis à travers ça, est-ce qu'il va y avoir une plus grande intégration des différentes technologies, justement, pour au niveau opérationnel? Ben oui, au niveau opérationnel, mais il y a toujours il y a la question de la vie privée. Il y a certains clients qui sont plus qui aiment avoir du mesurage. Puis on aurait tendance, nous, à le recommander. C'est quand on fait un changement, ce qui est intéressant, c'est aussi d'être capable de mesurer ça marche-tu le changement qu'on fait. Est-ce que les gens suivent les nouveaux protocoles? C'est quoi les défis qu'on vit? Puis, par exemple, si on a changé l'usage des salles de conférence pour avoir moins de gens, bien, il y a certains clients qui avaient déjà des technologies de mesurage. Là, il y a des technologies, par exemple, qui mesurent l'usage des sièges, la durée et la fréquentation. Puis je pense que le fait d'avoir des mesures d'avant, puis d'avoir des mesures après, une fois qu'on est en pandémie ou en situation post-COVID, je pense que le fait d'avoir ces données-là, ça va permettre de faire des changements après qui sont un peu plus adaptés à la façon que les gens travaillent. Fait que oui, il y a de la technologie, dépendamment des clients qui hésitent à l'utiliser, d'autres clients qui vont l'utiliser de façon toujours anonyme. Mais on est capable de voir les fréquentations des différents lieux de travail, puis on est capable peut-être d'ajuster les aménagements, mais avec un peu plus d'informations. Ouais. Je trouve ça intéressant. Puis là, si on vient avec Goliath, là, dans le fond, je me pose la question, est-ce que vous aviez déjà fait fabriquer des objets ou des produits avant aujourd'hui? Avec Goliath, non. Avec la Chine, c'était la première fois. Précédemment, nos autres produits sont fabriqués au Canada, puis ça a été la première chose qu'on a voulu faire. Tu sais, on a vu le panier bleu, on a vu comme faut encourager le local. Fait qu'avant de se revirer vers une production en Chine, on a essayé de vouloir encourager localement, mais au niveau des délais de production puis de l'accompagnement avec la crise qu'on a vécue, la Chine, il avait déjà passé à travers. C'est pour ça qu'on a opté pour ça, juste pour donner un comparable. Là, on a été capable de le sortir en 5 semaines avec l'équipe en Chine. Puis ici, les soumissions qu'on avait, c'était 14-16 semaines. Et 14-16 semaines, ça ne fait pas de sens. La crise va être déjà passée. Les gens vont avoir trouvé des solutions déjà. Là. Ouais. C'est pour ça. Ce que j'oserais dire là-dessus, Alexandra, justement, quand tu parles de Chine versus Canada, parce que nous autres, dans le fond, on est Canadiens, basés en Chine, mais la raison, c'est justement pas pour voler des jobs au Québec, là, vraiment pas. Au contraire, c'est de créer cet engouement vers la création, le développement, la créativité. C'est la richesse, justement, qu'on a ici au Québec. Puis, tu sais, ce qu'on encourage des compagnies comme vous autres, puis comme presque tous les partenaires avec qui on travaille, c'est justement des gens qui foisonnent d'idées, puis qui créent justement une richesse de ce côté-là. Puis après ça, quand arrive le temps d'en fabriquer par lot de 1000,
ben, des fois, c'est peut-être pas là nécessairement que va être notre force ici au Québec. Je veux dire, on a plein de forces, mais ça prend du monde, ça prend des machines, tout ça. Puis effectivement, cette rapidité-là est importante. Puis, tu sais, je ne veux pas faire une infopub, là, je veux juste parler que, justement, parce que ce questionnement-là, on l'a beaucoup, nous autres aussi, par rapport à l'équipe de Montréal. Qu'est-ce qu'on amène à Montréal comme job, justement, d'assemblage final, d'ajustement, puis tout ça. Puis, c'est un beau défi, mais cette combinaison-là des forces en présence, c'est un peu ce qu'on veut faire, justement, là, pour faire en sorte que des produits comme le vôtre ben, puissent continuer. Là. Passer moins de temps à le fabriquer, passer plus de temps à en concevoir d'autres. Puis, si je peux me permettre, j'ajouterais aussi que, tu sais, quand même, en mai, on a acheté pour presque 350 000 de produits au Québec qu'on a vendus en Chine. Fait que ça, c'est quand même intéressant aussi là, d'être capable de tirer le bateau de l'autre côté. Là. Je peux vous dire qu'il y avait des clients contents au Québec qu'on était, je pense que dans certains cas, on était leur seul vente. Fait qu'il y a ce rôle-là aussi qu'on essaie de jouer le plus possible. C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas si, Michel, tu veux ajouter des choses. Là, on touche des fois la production, on touche les lieux, les espaces, mais c'est ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Michel? Non. Ce que je voulais dire, c'est peut-être le dernier point. Ben, oui, j'aurais un dernier point. Le dernier point, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer. La réentrée dans le bureau, ce n'est pas quelque chose qui se passe en 48 heures, ce n'est pas quelque chose qui se passe en une semaine. Fait que, par rapport à vos opérations, moi, ce que j'encouragerais les gens, c'est de penser qu'un projet de réentrée, là, dépendamment, si vous êtes un locataire qui occupe plusieurs étages de 20 000 pieds carrés, 3, 4, puis vous avez des centaines d'employés, il faut que vous pensiez que c'est un projet qui peut prendre 6 à 8 semaines, des fois 12, dépendamment de ce que vous voulez faire. Donc, puis avoir le temps de le communiquer aussi pour que les gens puissent assimiler ce qui se passe. Donc, si vous enlevez des postes de travail, vous réaménagez, vous avez du nouveau data à passer parce que les postes ne sont plus à la même place. Donc, c'est comme un projet de déménagement. Un projet de déménagement, si vous avez déjà fait un déménagement de siège social, c'est un projet qui prend du temps. Mais la réentrée dans les places d'affaires, là, c'est parce que la crainte que j'ai, puis j'essaie de parler avec le plus de gens possible, puis c'est une des raisons pourquoi je donne mes conférences, c'est que beaucoup de monde au Québec se disent « au mois de septembre, on va rentrer ». Et si vous pensez rentrer au mois de septembre, ça se planifie maintenant. Parce que les déménageurs, les gens qui démontent du mobilier de bureau, par exemple, pour les déplacer, c'est pas n'importe qui peut démonter du mobilier de bureau. C'est complexe. La quincaillerie doit être storée d'une certaine façon. Donc, puis ils ne seront pas disponibles au mois d'août. Donc, le mot d'encouragement, c'est si vous voulez rentrer, commencez à le planifier maintenant. Attendez pas. Okay. C'est ça mon message. C'est tout un défi là, à chaque fois. Puis là, moi, je pense que j'ai un projet personnel dans l'immobilier que je dois réfléchir différemment. Là. On doit refaire le focus. Aussi, oui. C'est troublant là, parce on se pense innovant. Il y a des choses qu'on peut mettre en application à court terme, comme Carl l'a expliqué. Il y a des choses qu'on va devoir revoir même dans les pensées à long terme de nos projets, même aussi loin que 2021. Bien, je pense que tout le monde est mal pris dans la situation. Il y a une situation particulière des gens qui sont en renégociation de bail maintenant, sont particulièrement dans une situation délicate parce qu'ils se posent la question, est-ce que je renouvelle? Est-ce que je renouvelle le même pied carré? Est-ce que je déménage? Donc, cette question-là, avec beaucoup d'impondérables en ce moment, est particulièrement angoissante pour ceux qui se retrouvent dans cette situation-là maintenant, malheureusement. Je ne sais pas si c'est en lien, mais je permets à Lucas Jodoin, merci Michel, je permets à Lucas Jodoin de peut-être intervenir de vive voix. Votre micro est ouvert. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Peut-être nous dire, formuler votre question, puis peut-être nous dire que nouveau votre présence aujourd'hui. Oui, en fait, je suis à Shanghai et je travaille pour Carl chez Simon. J'avais une question, en fait, parce que j'ai bien apprécié la présentation, mais on parle beaucoup de la protection au bureau, puis de la distanciation, puis des nouveaux emplacements, réorganisation de tous les bureaux. Mais ça, dans le fond, avec la vie de tous les jours, le monde, ils vont fréquenter beaucoup plus de monde à l'extérieur du bureau que dans le bureau. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit focus sur cette protection-là au bureau plus que juste un training pour ces gens-là dans la vie de tous les jours, de faire attention et de ne pas se mettre en risque de contagion, dans le fond? Je peux bien complémenter un peu. Tu sais, quand on est entrepreneur, quand on a la responsabilité des employés, en fait, à notre charge. Donc,
quand tu es en business, tu as cette responsabilité-là. Tu n'as pas le choix de faire l'effort. Tu n'as pas le contrôle sur la vie des gens à l'extérieur, mais les interventions que tu vas faire vont limiter les dégâts. Donc, si quelqu'un, un de mes employés, attrape le COVID parce qu'il a été négligent à l'extérieur, bien, si je n'ai pas mis les mesures en place, moi, comme propriétaire et comme entreprise, je vais être tenue responsable de ne pas avoir fait ma responsabilité, ma diligence envers le reste de la communauté de mon entreprise. De là, l'importance qu'il faut quand même mettre des barèmes et tout ça. De mon côté, il y a des gens qui ne respectaient pas les mesures de distanciation ou ils ne respectaient pas les normes sanitaires qu'on a mis en place. On a demandé qu'ils retournent à la maison et qu'ils soient en télétravail s'ils n'étaient pas prêts à respecter nos mesures. C'est l'effort qu'on a à faire, mais c'est vrai qu'on n'a pas le contrôle sur le monde, qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur. Là. Ça, c'est clair. Hein. Exact. Est-ce que ça répond à votre question, M. Di Maria? Oui, c'est vraiment bon, merci. Théoriquement, si je peux juste ajouter de quoi, sur 24 heures dans une journée, il serait supposé en avoir 8 au travail, 8 à faire d'autres choses, puis 8 à dormir. Fait que le 8 heures que les gens travaillent, bien, c'est important d'en prendre soin. Puis ces habitudes-là qu'ils vont développer là vont les aider aussi à être développées ailleurs. Puis je suis particulièrement là, impressionné par le travail de Michel, justement, là, sur tous les détails au niveau du bureau du futur, comme par exemple l'absence de tissu, avoir plus de surface dure, tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de développement qui est fait ici au Québec sur des matériaux, dont au Lac-Saint-Jean, des parois d'aluminium avec des pores, justement, qui vont contenir de l'antibactérien. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se développent aussi au niveau de l'immobilier qu'on va apprendre dans les espaces de travail, qu'on va peut-être pouvoir appliquer à la maison aussi. Là. Exact. Donc, dernier tour de table pour terminer. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent intervenir. Carl, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, toi qui es en Chine, puis il commence à être tard pour toi? Non, ça va, merci. Je pense que les entrepreneurs, je ne sais pas si on a encore 8 heures de travail, 8 heures à la maison, 8 heures de sommeil. Là. Moi, j'ai le sentiment que les entrepreneurs sont plus 2-3 derniers mois, 16 heures de travail plus 8 heures à survivre. Puis 4 heures d'école à la maison avec les enfants. En plus, c'est vrai. En plus. Là, je ne sais pas si c'est un commentaire sérieux, là, mais c'est peut-être finir sur une note légère. Là. On a peut-être une autre question en passant. Je vais ouvrir le micro de M. Jacques. Jacques, votre micro est ouvert. Donc, si vous voulez ouvrir votre micro, vous allez pouvoir discuter avec nous. Merci beaucoup. Très bonne conférence. Merci à tous. Et en fait, c'est tout à fait en lien avec ce que Carl vient de mentionner. Nous, on a réussi à implanter le télétravail pour à peu près la moitié de nos employés, incluant moi-même. Puis un des phénomènes qu'on a observé, c'est que les gens travaillent beaucoup plus d'heures par jour. Et ça peut sembler anodin et anecdotique et drôle, mais ce que j'observe, c'est un certain épuisement maintenant, à peu près presque 3 mois. J'ajouterais peut-être un épuisement pour moi-même, mais certainement au niveau des employés. Ce qu'on a fait, nous, à un moment donné, on a ajouté des congés, on a forcé des congés un peu, avec très peu de succès parce que les gens travaillaient quand même pendant ces congés-là offerts. On a ajouté des vacances, nous, on était dans une position où on pouvait donner des bonis pour qu'ils aillent changer les idées un peu. Et malgré ça, les gens travaillent beaucoup plus fort. Et je me demandais, au début de la présentation, Carl parlait de prendre soin de son monde, puis je crois beaucoup à ça. Comment on fait maintenant qu'on aborde le déconfinement pour que ces gens-là reviennent peut-être à un rythme de travail un peu plus normal? Ben, écoute, j'ai pas toutes les réponses mais je veux certainement mettre l'emphase sur cet élément-là que j'ai dit effectivement au début de la présentation, j'ai réitéré, mettons, une des choses du retour, qui est toute la gestion de l'émotivité, la gestion dans le fond, de l'anxiété qui est vécue par les employés. Effectivement, c'est un cadeau c'est un peu un cadeau empoisonné, dans le fond, quand on réussit à avoir une entreprise que les gens sont engagés, qui veulent aider, qui veulent contribuer pour pousser, qui travaillent plus fort, dans le fond, qui viennent jusqu'à un certain point, effectivement, avoir un peu d'épuisement. C'est une dynamique à gérer. Écoutez, moi, je pense que ça passe exactement par des choses comme vous avez suggéré. Je ne sais pas, moi, nous, vendredi, là, on n'est pas sorti de la crise, mais nous, vendredi, tout le monde sort, on s'en va jouer au badminton pendant la journée. D'essayer de trouver de prendre des initiatives un peu du mieux qu'on peut. Je ne sais pas, Jean-Luc est en vacances la semaine prochaine, on a besoin, les ventes ne vont pas si bien que ça,
Mais bon, tu sais, je veux dire, c'est un paquet de petites initiatives. Là, c'est pas quelque chose qui était dirigé, là, c'est quelque chose de contextuel, mais qui est vrai, de dire, moi-même, je prends des vacances, c'est d'essayer effectivement, de faire des initiatives de mieux qu'on peut, d'être à l'écoute de ses employés. Il y a des gens aussi il y a un niveau de stress, bien, il faut quand même savoir qu'il y a certaines personnes que là, ça devient au-delà de l'épuisement puis de la perte de productivité. Ça peut devenir une vraie détresse psychologique. OK? Il y a de ces cas-là aussi qu'il faut savoir reconnaître et puis pour lesquels, dans le fond, il faut être capable d'avoir une aide psychologique ou médicale. Donc, bien, c'est toute cette gestion-là, effectivement, là, sur laquelle je pense que c'est vraiment un bon point pour terminer, là, si c'est bel et bien la dernière question, c'est de faites attention à vous, essayez de gérer tout ce contexte-là, dans le fond, qui est un contexte d'anxiété, puis qui rend la situation... ultimement, je pense que la gestion de tout ça, c'est humain aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est des humains, puis que pour s'en sortir, on va s'en sortir ensemble, puis il ne faut pas oublier cet élément-là pour être capable de réussir. Merci beaucoup. Merci. Honnêtement, une des solutions pour complémenter ça sur le commentaire de Carl, nous, on a mis Strava pour les employés. On a réembauché des entraîneurs privés pour avoir des activités physiques extérieures. Fait qu'on a des trainings sur l'heure du midi pour les gens qui viennent au bureau pour essayer justement, on est dehors, on a de la distanciation, mais on prend l'air parce que dans une de mes entreprises, entre autres, c'est un salon de coiffeur, là. Ça n'a pas rapport avec la construction, mais déjà, il y a des reflux gastriques, les gens commencent à avoir des maux de tête vu qu'ils portent le masque, ils ont des visières et tout ça. Fait que, il y a des choses qu'on ne pouvait pas vraiment anticiper. Puis une des solutions, c'est justement, c'est l'été là, au Québec. Profitons-en, soyons dehors, profitons de la belle température, essayons de garder contact, mais à l'extérieur pour justement le support moral et émotionnel. Puis en même temps, ben, je considère que de bouger, c'est bénéfique pour tous. Non, c'est bien vrai. Bien vrai. Prenons soin de nous aussi. Ah, Francis, ton micro est fermé. Merci. Donc, grosso modo, je trouve ça intéressant tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. On comprend qu'on a présenté en lien avec la COVID là, les changements significatifs qu'on vit, mais on pourrait dire la même chose lorsqu'on développe un nouveau produit ou une nouvelle idée d'entreprise. Ça nécessite également beaucoup de nuits blanches puis beaucoup d'énergie, de confrontation avec le marché, d'itération, business canvas qu'on appelle là, pour analyser toutes les possibilités. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait du business canvas. Tout le monde est en mode arrêt pour réfléchir au meilleur modèle, comme Eric Rice dirait, pour voir l'opportunité. Donc, voilà. Merci, Jean-Luc Hébert, d'avoir embarqué dans le projet, d'avoir dit, ben oui, on va l'essayer, les webinaires Batimatech. Merci, Carl Brault, en Chine, de t'être joint à l'exercice pour la première fois avec nous. Merci, Alexandra Roy, pour ton expérience, oui, au 5 à 7. Un 5 à 7, pour nous, c'est à Polytechnique ou à l'ETS. Dans le milieu universitaire. Donc, c'est quand même assez encadré et assez dynamique. Et dans le cas de Michel Lauzon, ben, bienvenue à l'événement Batimatech, le webinaire. On est rendu, comme je rappelle, en terminant, plus de 15 webinaires, plus de 650 participants. Puis là, on va aller chercher davantage de visibilité dans les prochains mois à travers le YouTube, entre autres. Donc, en terminant, est-ce que quelqu'un veut ajouter un mot? Jean-Luc? Merci à tout le monde. Merci, Francis, de cette organisation-là. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Puis, j'espère que les gens ont profité de tout ce qui a été mentionné là-dedans. La présentation pourra être disponible. Francis, je te l'enverrai. Tu pourras la distribuer aux gens qui la voudront. Ouais. Puis, bon succès à tout le monde. Profitez de l'été et du beau temps qui passe. C'est important. Exact. Puis en terminant, on a Chu Tang qui nous dit son entreprise travaille avec des entreprises du Vietnam qui souhaitent faire plus d'échanges avec les entreprises canadiennes. Merci beaucoup pour vos précieux conseils, financement et gestion. Merci tout le monde. Au plaisir. Salutations. Merci aux participants. Au plaisir. Bye, tout le monde. Au revoir. Au revoir.